Bonjour, ici Yvan Desvélos avec une autre vidéo devant laquelle vous pourrez sûrement pas tourner le dos. Vous savez, depuis 1913, je vous le dis, c'est pas de la foutaise. Depuis qu'on est en affaires, il s'en est passé des affaires. Aujourd'hui, je vous raconte l'anecdote. La fois que j'ai passé à deux doigts de révolutionner l'industrie des guidons de vélo et plus particulièrement des jeux de direction. Et peut-être vous vous dites en ce moment, ben oui, c'est ça, t'es qui, toi, Yvan Desvélos, pour prétendre à cette chose-là? Eh bien, suivez-moi. Je vous raconte ça. J'éprouve quand même une certaine fierté à propos de qu'est-ce que je vais vous raconter là, parce qu'il s'agit sûrement d'un des projets les plus ambitieux de ma carrière. On va remonter en 1996. J'ai réussi à convaincre mon père d'acheter des machines-outils pour faire une machine shop dans notre magasin. En acceptant ma demande, eh bien, il m'a permis vraiment de réaliser un rêve que j'avais dans ma carrière, c'était d'inventer mes propres pièces. Vu que j'avais déjà de l'expérience, c'était moi le distributeur de Chris King à ce moment-là. J'étais vraiment rempli d'ambition et puis avec la force de la jeunesse, eh bien, j'ai vraiment tout sacrifié, presque tout mon temps là. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires et puis j'ai dédié des hivers à faire de la recherche et développement afin de développer ma propre version du jeu de direction de vélo ultime. Et puis, j'ai engagé des machinistes de métier que je trouvais parmi les clients ou parmi des contacts. J'ai vraiment tripé là, en voulant sortir des sentiers battus de mon métier et puis d'aller plus loin par peu passion, de vouloir me rendre au plus haut niveau possible dans qu'est-ce que je suis en train de faire. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester aussi les prototypes que je faisais avec des messagers à vélo pendant l'hiver, dans l'équipe de course que je commanditais à l'époque, dans le sport extrême. Fait que je connaissais beaucoup, j'avais beaucoup de clients qui faisaient du sport extrême, donc je les faisais tester, les pièces que j'inventais. Et puis, ils ont vraiment battu mon jeu de direction, puis ils l'ont testé dans toutes les conditions possibles. Puis ça m'a vraiment aidé. Je peux résumer mon projet de jeu de direction en 5 générations de produits. Donc, il y a eu la première génération, j'appelle ça les prototypes. Donc, durant cette période de la première génération, eh bien, j'ai des petits exemples ici. J'ai commencé à faire des réducteurs de tubes de direction pour les cadres, justement pour uniformiser les cadres de vélo qui étaient faits dans différentes grosseurs pour pouvoir y insérer ma pièce par la suite. Ici, vous voyez un des premiers tests d'anodisation. Le nom des jeux de direction, j'avais appelé ça Underworld. Des pièces machinées mais pas terminées. J'en ai même essayé d'en faire en titanium. Celui-là ici, il a été roulé, là. Un retour de test là, qui m'a aidé à développer mon jeu de direction. Mon premier prototype de chapeau de potence. Ça se résume un peu à ça, la génération 1. J'ai commencé à explorer puis à apprendre vraiment le monde des machinistes, hein, parce que j'ai appris sur le tas. J'étais pas machiniste de métier du tout. Quand je repense à ça, mon père, il a pas eu fret aux yeux de faire confiance à son fils comme ça, d'acheter des machines-outils puis commencer à investir dans de la recherche et développement sans savoir vraiment où est-ce que ça va nous mener. Avec le recul un peu aujourd'hui, je me rends compte là, à quel point mon père a eu beaucoup d'amour pour son fils et puis qui croyait vraiment en moi puis qui voulait vraiment me donner toutes les possibilités pour me rendre le plus loin possible dans mon travail. Il regardait ça probablement avec un œil de père fier, là. Donc, ensuite de ça, eh bien, j'ai sorti ma première version que j'appelle la génération 2. C'est les premiers jeux de direction que j'ai commencé vraiment à vendre au public. Et puis, quand même, ça a eu un certain succès dans la région de Montréal et les alentours. J'en ai vendu quelques-uns. Et puis, j'ai commencé à en vendre aussi un petit peu à d'autres boutiques. C'est sûr que pendant ce temps-là, eh bien, mon produit était pas encore totalement au point, mais quand même, la plupart des pièces ont très bien fonctionné. J'en ai eu quelques-unes, par contre, des utilisateurs un peu plus abusifs
qu'il y a eu un petit peu de retour. Rendu là, j'avais décidé de faire une bague de fourche en acier inoxydable. J'ai sorti ça de mes archives et puis c'est la génération 2, la couleur argent anodisé clair et la couleur anodisé noir. Pendant que la génération 2 commençait tranquillement à faire son chemin sur le marché, je me suis mis à penser au vélo de route. Les fourches étaient un peu plus petites en diamètre que les fourches de vélo de montagne à cette époque-là. Et les fourches avaient des filets. Donc, j'appelais ça la génération 3, qui était du 1 pouce filet. Et puis, ce jeu de direction-là avait une particularité, c'est que j'avais fait ça d'une façon que le jeu de direction, la pièce qui était vissée sur les filets de la fourche ne pouvait pas dévisser à cause d'une vis de serrage. Et aussi pour justement visser le jeu de direction, au lieu de faire comme un chemin de clé sur le dessus, comme beaucoup de gens faisaient à cette époque-là, c'était plus coûteux à fabriquer. Moi, j'ai eu une idée. J'ai fait juste un petit trou et puis j'ai mis, comme j'appelais ça, le pin tool, une petite tige qu'on rentre dans un trou pour justement forcer puis serrer. Ça coûtait pas cher à faire puis c'était innovateur à l'époque. J'étais le seul au monde dans tous les jeux de direction à avoir pensé à ça. C'est dans la génération 3 également que j'ai poussé encore plus loin ma recherche de la façon de installer les bearings ou les roulements dans les cas de direction pour que atteindre mon objectif, que le roulement soit doux, mais doux, là. Tu sais, là, doux comme on n'avait jamais vu. Donc, j'ai commencé à tester ça, puis là, j'ai vraiment rendu à son apogée la douceur du roulement de mon jeu de direction. Et pour, justement, les vélos de route, ça, c'était quelque chose de très attirant, un jeu de direction que des roulements doux. Ça s'est commercialisé un peu, mais vu que mon magasin, nous autres, c'était plus du vélo de montagne, notre marché, fait que j'en ai pas vendu beaucoup, là, mais quand même, j'ai quand même la satisfaction d'avoir réussi. J'ai sorti de mes archives pour vous montrer ici les prototypes de la génération 3, le jeu de direction 1 pouce filet. Donc, voici la pièce ici que j'avais commencé à vouloir faire un chemin de clé pour la serrer, comme vous pouvez voir ici. Mais finalement, j'ai été avec le pin tool, comme je vous expliquais. Voilà les petites coques de direction. C'est vraiment, écoutez, ça pèse absolument rien. La base était en aluminium, n'était pas en acier inoxydable, justement, pour avoir le poids désiré des vélos de route. Donc ensuite est venu ce que j'appelle la génération 4, qui était spécifiquement pour les adeptes du cross-country et du free-ride, la mode de l'époque. Les vélos de montagne étaient en plein essor. Mon jeu de direction était parfaitement adéquat pour tous les vélos, en fait, mais il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo de montagne qui en achetaient. On a un exemple ici. J'ai des vestiges de mes archives de la génération 4. La voici. J'avais les mêmes couleurs d'anodisage, mais après ça, génération 4,5, j'ai fait une petite groove de plus ici, justement, pour ajouter un O-ring là, ou un joint torique pour, justement, complètement bloquer la porte à la crasse pour pas qu'elle puisse rentrer ici. Et puis, encore aujourd'hui, j'utilise ce truc-là du joint torique sur des réparations que je fais. C'est toujours un petit jour là dans les pièces ici qui permet à de la crasse de rentrer tranquillement puis d'aller attaquer vos roulements de direction. Puis moi, souvent, quand le machinage de la pièce le permet, eh bien, moi, je rajoute pour justement imperméabiliser complètement les directions de vélo. Et puis, c'est grâce à mon travail de recherche-développement dans le passé que j'ai toutes ces connaissances-là aujourd'hui. Voici le bas du jeu de direction. Dans la génération 4, la base de fourche, elle rentrait à l'intérieur de la pièce. Elle n'était plus à l'extérieur. La base en acier inoxydable avait le matériel du jeu de direction en aluminium. Voilà ici avec la couleur noire anodisée, Underworld. Voilà. Et puis, la douceur inégalée du jeu de direction, c'était vraiment une de mes forces, ça. Il y avait vraiment zéro résistance dans la direction, puis ça impressionnait beaucoup les gens. Donc là, les choses commençaient à aller bien. Je commanditais des coureurs, je commençais à en vendre à d'autres boutiques. Il y avait beaucoup de clients qui nous en achetaient à notre magasin, dans les réparations. Ceux qui faisaient du sport extrême, eux autres, dans certains cas, ils réussissaient à faire rentrer de la crasse dans mon jeu de direction.
Puis là, ça m'a amené vraiment à pousser ma recherche vraiment à son apogée. J'ai commencé à imiter les jeux de direction Chris King que je vendais avant. J'ai fait le reverse engineering du jeu de direction Chris King vraiment une deuxième fois. Eux autres, Chris King, contrairement à toutes les compagnies de jeux de direction de l'époque qui utilisaient un wedge, et moi aussi, mon jeu de direction, cette pièce-là ici, sur le dessus, eh bien, elle utilisait un wedge comme ça. Je rentrais ça comme ça ici, et puis là, le tube de direction pouvait rentrer dans le milieu, puis ça serrait, ça empêche le mouvement latéral. Donc, toutes les compagnies de jeux de direction étaient comme ça, sauf Chris King. Le wedge, c'était un joint torique. Donc, en même temps, le joint torique, lui, il est beaucoup plus étanche que le wedge. Et puis, c'était ça le problème. Le wedge laissait passer la crasse à un moment donné. Quand j'ai vraiment compris ça, j'ai voulu imiter Chris King, parce que je me suis dit, ouais, eux autres, ils ont vraiment trouvé la solution ultime. Je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire encore mieux. Je sais pas si c'est possible, mais je vais trouver une façon. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inventé cette pièce-là, finalement. Ici, c'est un vestige, ici, de la génération 5. Vous voyez ici, moi, j'en ai mis 3 joints toriques. Aussi, la génération 5, voici un autre vestige du bas. Fait que vous voyez ici, après ça, ça a été plus en angle de même, parce que moi, la pièce ici, je voulais qu'elle rentre à l'intérieur. J'ai créé comme un escalier anti-poussière. Fait que ça aussi, ça, c'est unique dans les jeux de direction, même encore aujourd'hui, des aussi efficaces que le mien, j'en ai pas vu. Je suis finalement arrivé au design de jeu de direction que j'appelle la Génération 5 XCDH, parce qu'il y avait aussi une version en acier inoxydable complète de ce jeu de direction-là, vu que maintenant j'étais blindé, j'étais certain à 100% que j'avais la meilleure pièce au monde. Donc, je me suis lancé. J'ai investi, j'en ai fait fabriquer par un sous-contractant local, j'ai fait faire du machinage, de l'anodisage, j'ai tout assemblé mes pièces, et puis là, j'ai commencé à vouloir les commercialiser à plus grande échelle. Là, j'étais rendu avec le jeu de direction en acier inoxydable le plus solide, en aluminium le roulement le plus doux, le plus résistant et le plus à l'épreuve de la crasse et puis des intempéries extérieures. J'avais acquis la conviction que ma recherche et développement était terminée, que maintenant j'étais prêt à passer à l'autre étape, à prendre mon jeu de direction connu. On a fait un article sur moi dans une revue canadienne de l'industrie du vélo, dans le Bike Trade, le Pedal Magazine. L'article s'appelait Making Dreams Come True. Et puis, c'était vraiment un bel article qui parlait de moi et puis qui a invité les détaillants à porter attention à ce que je faisais. Et aussi, à chaque année, on faisait des voyages d'affaires, mon père et moi, dans une foire commerciale de l'industrie de la bicyclette. Et puis là, j'ai décidé d'amener mes pièces avec moi lors du voyage, justement, pour que quand on allait visiter les kiosques, eh bien, j'allais pouvoir me trouver des distributeurs et puis pouvoir commencer à vendre mes pièces à l'extérieur du pays, les exporter. J'ai commandité des coureurs aussi connus. Donc, je sais que j'en ai donné une à un gars qui s'appelait Josh Bender à l'époque. Même, il était tellement bon que il avait son surnom, c'était Gravity Bender. C'était le gars le premier qui a commencé à sauter des falaises dans le Grand Canyon avec son vélo. Donc, il y avait un vélo spécialement conçu pour ça, et puis je lui avais donné justement une de mes pièces pour qu'il puisse faire ces prouesses-là. Et puis, il a établi un record mondial, il a fait un film, et puis il m'a fait une dédicace. Donc, voici le poster du film en question, Double Down, avec Gravity Bender. Et puis ça, c'est la photo du gars justement qui saute une falaise dans le Nevada avec son vélo, avec mon jeu de direction. Et puis il m'a fait une belle dédicace. Regardez ça, tout Yvan. Life's too short not to go big. Gotta go big. Keep charging and thanks for keeping my neck straight.
J'ai encore ce poster-là dans mon magasin. Parallèlement à ça, j'avais envoyé une de mes pièces à la revue Mountain Bike Action, qui était à l'époque la Bible carrément du vélo de montagne, là, la revue sur laquelle tous les adeptes mondiaux de vélo de montagne se fiaient pour se forger une opinion sur les produits qui sont sur le marché. Et eux autres, ils offraient un service d'études indépendantes. Donc, j'ai envoyé une pièce, puis ils l'ont choisi pour l'étudier et puis en faire des tests et puis publier un article dans le Mountain Bike Action de juin 2000. Et voici comment ils commencent leur article. Le jeu de direction 5e génération de Underworld pourrait être le saint graal des jeux de direction. Imaginez-vous donc, l'article commence comme ça. Fait que ça vous donne une idée de leur opinion et puis de la façon que j'ai impressionné les spécialistes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à attirer l'attention parmi mes collègues de l'industrie du vélo. Et puis que j'ai commencé à bâtir une certaine notoriété ou une réputation. Pendant qu'on marchait dans les expositions puis que je cherchais à attirer l'attention sur la pièce que j'avais inventée, eh bien là, à un moment donné, on a fini par croiser des personnes propriétaires de compagnies de jeux de direction. Et là, moi, ces personnes-là, je me disais, peut-être que je pourrais faire une association avec eux autres, tu sais, peut-être qu'ils vont acheter mon design, peut-être qu'ils, tu sais, fait que là, je leur montre ça. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que là, ils se sont mis à intensifier leur publicité dans un autre sens pour essayer d'attirer l'attention sur eux pour pas que, justement, je perce parce que j'avais une idée à laquelle ils n'avaient pas pensé. La seule barrière vraiment rendue là que j'avais pour que mon jeu de direction devienne le plus populaire au monde, eh bien, c'était le prix. Parce que, eh bien, il était fabriqué localement. Je suis un petit, moi, je suis pas une grosse compagnie, mes moyens étaient limités, on était juste un magasin de vélo. Tout ce que j'avais réussi à accomplir là, je les avais fait avec les moyens du bord. Hein? Donc, rendu là, c'était vraiment le prix, la barrière. Et puis, à cause de ça, il y a d'autres compagnies de jeux de direction qui se sont rapidement ajustées puis qui ont commencé à s'inspirer de mon idée, de la façon que j'avais développé ma pièce pour améliorer la leur, un peu pour copier mon idée, mais un peu dans une direction différente pour que ça coûte moins cher. Parce que malheureusement, aujourd'hui, puis depuis toujours, c'est comme ça, hein, ceux qui fabriquent des affaires, puis ceux qui en achètent, ils veulent pas que ça coûte trop cher. Hein. Souvent, en tout cas, c'est mon opinion, on se trompe, la société. On se trompe parce que on choisit toujours le moins cher, puis on tient pas assez compte que payer un petit peu plus pourrait nous rapporter. Comment que les problèmes dans le futur pourraient être épargnés si on investirait juste un petit peu plus. Et puis moi, depuis toujours, moi, j'ai toujours voulu faire les choses selon un standard parfait. Je visais la perfection. Je toujours visé de faire des choses qu'on fait juste une fois. Et puis, dans ce temps-là, je commençais à fabriquer des choses. Fait que c'est dans les premières affaires que j'ai faites. Et puis, déjà, j'avais cette pensée-là dans laquelle je voulais tracer ma vie. Il y a du jeu dans la direction présentement. Là. Vous voyez la fourche, les roulements de direction s'en vont comme ça, puis il y a du lousse dedans. Fait que ça, là, présentement, il y en a beaucoup, là, mais ça se développe graduellement. Donc ça, quand ça arrive, eh bien, c'est sûr, il faut remplacer les pièces, même ça peut devenir dangereux. Et c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver à n'importe quel jeu de direction sur n'importe quel bicycle, excepté le mien. Pourquoi? Justement parce que la façon que j'avais pensé ça, moi, j'insérais les pièces en dedans, mais il n'y avait même pas besoin d'être serré. Il était automatiquement serré. Dans des conditions idéales, quand le vélo est bien ajusté, il n'y a pas de problème. Mais, comme vous savez, dans la vie,
Il y a toujours des problèmes. Dans la vraie vie, les choses se passent souvent différemment que sur papier, puis que dans notre ordinateur, puis que dans notre monde idéal qu'on se fait dans notre tête. Hein? Alors moi, c'était ma pensée, ça, c'est peu qu'importe qu'est-ce qui arrive, peu importe la circonstance, ma direction deviendra jamais lousse. Et puis ça fait que c'est pas bon mécanicien aussi en même temps, puis anti-consommateur qui fait du bric-à-brac lui-même puis qui ajuste mal ses affaires, ben avec ma pièce, c'était pas grave. Fait que c'est ça, je pense, qui leur a fait peur. Et puis, ils se sont mis à faire beaucoup de publicité. Puis là, moi, évidemment, le petit, je pouvais juste parler aux gens. J'avais pas les moyens de faire de la publicité. Fait que j'espérais juste que ma pièce, par elle-même, elle fasse son chemin. Aussi, cette invention-là de jeu de direction, ben, avec du recul un peu, je me rends compte que, tu sais, ça aurait d'autres applications dans d'autres domaines également. Donc, après avoir attiré cet attrait médiatique, fait des remous dans l'industrie du vélo, dans les ligues majeures, on peut dire ça comme ça, j'ai fait réagir bien du monde. Et puis là, j'ai eu une dernière idée, la génération 6. Et puis ça, la génération 6, elle n'a jamais vu le jour. Et puis, est encore ici dans ma tête. J'ai arrêté de faire de la recherche et développement et puis j'ai mis ça en stand-by en fait et puis j'ai commencé à la place le contrat de suspension que je m'étais fait offert. J'ai choisi de prendre cette branche de vie-là. Et par la suite, ben, le temps a passé et puis j'ai vieilli. Puis là, maintenant, ben, il y a des gens qui me disent, ben là, tu sais, pourquoi tu te fais pas un brevet? Pourquoi tu la sors pas, ton affaire? Puis, tu sais, tu pourrais venir riche, puis gna 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 gna. Hein? Mais moi, maintenant, aujourd'hui, comme j'ai expliqué dans un autre de mes vidéos, j'ai une vie simple maintenant. Maintenant, je travaille pour vivre. Je ne vis plus pour travailler. Et juste la satisfaction pour moi-même de savoir que j'ai inventé quelque chose qui est meilleur que tout ce qui a été inventé dans ce domaine-là, eh bien moi, juste savoir ça pour moi-même, je suis satisfait avec ça. Je vis bien avec ça, j'ai obtenu vraiment mon sentiment du devoir accompli. Et aussi, dans ma vie personnelle, il y a des choses auxquelles je tiens, mais vraiment, vraiment beaucoup plus que de me lancer dans un projet d'affaires comme celui-là. Et si en vous racontant cette histoire du jeu de direction Underworld, eh bien, j'ai réussi à vous faire comprendre que je suis la personne la plus compétente dans les vélos que vous connaissez, eh bien, j'ai atteint mon objectif avec ce vidéo. Et puis, si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. S'il y en a peut-être un autre meilleur que moi en quelque part, ça se peut. S'il y a une idée, moi, qui me reste de toutes ces expériences-là, eh bien, puis le pourquoi, dans le fond, que les jeux de direction Underworld n'existent plus aujourd'hui, puis que j'ai pas, on pourrait peut-être dire que j'ai pas réussi jusqu'au bout, là, à mettre mon projet à terme, puis à mettre ça sur le marché, puis réussir financièrement, eh bien, c'est une parole du livre le plus sage au monde, le livre de sagesse le plus sage de tous les temps, dans lequel il est écrit « Les hommes rapides ne gagnent pas toujours la course, ni les hommes forts la bataille. Les sages n'ont pas toujours à manger. Les intelligents ne sont pas toujours riches. Ceux qui ont la connaissance ne réussissent pas toujours, parce que temps difficile et événements imprévus les surprennent tous. » Autrement dit, les circonstances dans la vie sont pas toujours idéales pour réussir nos projets. Et puis, il faut savoir reconnaître ça. Et puis, agir en conséquence. Pas s'accrocher à des rêves qui ne se réaliseront pas, mais plutôt marcher en avant, s'adapter, et puis changer notre fusil d'épaule, puis changer notre vision des choses quand c'est nécessaire. Alors, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai changé mon fusil d'épaule, je suis passé à d'autres choses.
Et puis, j'ai réalisé d'autres projets, puis j'en suis pas mal heureux. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc, c'était Yvan des Vélos qui vous a raconté l'anecdote. La fois que j'ai passé à 2 doigts de révolutionner les jeux de direction de vélo, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé ça. Faites-moi un thumbs up. Merci beaucoup. Salut.